Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce magnifique dimanche pour changer, en tout cas j'espère que chez vous en tout cas ça se passe bien et que le confinement est quand même supportable. On attaque aujourd'hui. Alors on va parler bien sûr du Bitcoin, mais avant de parler du Bitcoin, on va parler de l'Ethereum et de son token, l'Ether. L'Ether justement est-il en phase de surperformer le Bitcoin? Rappelez-vous, je vous le rabâche systématiquement. Aujourd'hui, nous, on vise uniquement la surperformance du Bitcoin. C'est-à-dire que il y a le Bitcoin, il faut avoir du Bitcoin, beaucoup de Bitcoin, et ensuite, on tente de faire mieux que le Bitcoin en se diversifiant sur les altcoins. Et l'une des principales aujourd'hui qui est incontournable, c'est clairement l'Ether. Donc l'Ether, est-ce qu'il est en phase de surperformer le Bitcoin? Et pour essayer en fait de répondre à cette question, on va commencer par regarder un petit peu qu'est-ce que nous a fait l'Ether contre le dollar depuis maintenant son lancement, donc depuis à peu près 2015. Donc là, en fait, je vous mets le graphique de l'Ether contre le dollar. Alors, on le voit, on a eu deux énormes phases de hausse sur l'Ether. La première en début d'année 2016. Là, en fait, l'Ether, était quasiment inconnu de tous. Il était à peine à $1 et encore parfois, il était même pas. Il valait même pas $1. Donc, il est monté. Première phase de hausse, ensuite première phase de correction, mais il n'a pas tant corrigé en fait que ça, plus de consolidation. On le voit, et après 2017, ça a été l'explosion. Même l'Ether, pour ceux qui étaient là, a commencé à se rapprocher dangereusement de la dominance du Bitcoin. Même certains pensaient qu'il y aurait carrément un flipping, on appelle ça en anglais, j'ai oublié en fait la traduction en français. On va dire un échange entre le Bitcoin qui deviendrait second et l'Ether qui deviendrait premier en termes de dominance, en termes de valeur par rapport à sa capitalisation totale. Alors bien sûr, ça ne s'est pas produit, on s'est effectivement rapproché dangereusement, mais au final, l'Ether a repris du poil de la bête et surtout quand le marché s'est effondré après justement l'année 2017, début d'année 2018. Là, pour le coup, la dominance du Bitcoin, elle a de nouveau re-explosé et l'Ether s'est quand même bien ramassé. Donc, pour rappel, l'Ether avait dépassé les $1000 et il avait recorrigé en dessous des $100. Il avait été quand même cherché relativement bas. Donc, il avait vraiment bien baissé. Et depuis, on évoluait en fait dans une sorte de range. Donc, une grosse phase de consolidation. On avait eu un magnifique signal justement d'achat. On le voit sur la cassure de la droite de tendance là, je crois que c'était en juillet 2020. Donc là, très très beau signal d'achat. Depuis, on a justement cassé une zone pivot. On a dépassé enfin cette fameuse zone des $400, zone sur laquelle le Bitcoin, l'Ether, on parle trop du Bitcoin en ce moment. L'Ether avait justement bloqué à 3 reprises en 2017 avant de la casser, puis de s'envoler, aller chercher les $1200. Donc là, on a de nouveau recassé en fait cette zone, pour le coup beaucoup plus facilement. Pour l'instant, on est venu en fait la retest, on est reparti vers le haut. Et là, clairement, tous les signaux sont également dans le vert pour l'Ether, en tout cas versus USD. Là, pour le coup, on est fortement haussier, mais on est haussier en fait depuis un petit moment maintenant. Ça fait plusieurs mois qu'on est quand même vraiment haussier sur l'Ether. Donc, tout porte à croire pour l'instant que, en tout cas contre le dollar, l'Ether s'en sort plutôt bien. Mais la question c'est, contre le Bitcoin, est-ce qu'il s'en sort plutôt bien? Et on va justement donc mettre le graphique, cette fois-ci en fait, de l'Ether contre le Bitcoin, toujours depuis 2016, 2015-2016. Donc, on le voit, là c'est encore plus visible, il y a eu deux énormes phases de surperformance, qu'on voit également contre le dollar, mais c'est encore plus visible justement contre le Bitcoin, qui n'ont pas forcément duré très longtemps. Ça s'est juste produit en fait durant quelques semaines d'explosivité où vraiment il y a eu une surperformance énorme par rapport au Bitcoin. Donc la première fois, c'était en début d'année 2016. La deuxième fois, en début d'année 2018. Alors on le voit encore de nouveau. En début d'année 2019, il y a eu également un petit pic. Ça a duré à peine 4-5 semaines. On a quand même bien surperformé. Depuis, enfin je crois que je me trompe par rapport aux années. C'était en 2018. En 2019 justement, il s'est rien passé. Et en 2020, non plus, il s'est pas passé grand-chose. En tout cas, si on prend du recul et qu'on compare par rapport aux phases de hausse qu'on a eues auparavant, il s'est pas passé grand-chose. Mais ça a quand même un petit peu poussé, même en 2020. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que là, je crois que j'en avais déjà parlé en fait dans des précédentes vidéos, on évolue en fait au sein d'un canal haussier depuis
la début année 2020 contre le Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que l'Ether a digéré, pour le coup, sa baisse, sa forte baisse, en fait, qui durait, en fait, depuis plusieurs années maintenant par rapport au Bitcoin. On voit quand même que les volumes également sont en train d'exploser. Le canal haussier est défendu. Et justement, ce que j'ai partagé, en fait, dans mon groupe privé il y a de cela quelques jours, c'était, en fait, ma prise de position sur l'Ether contre le Bitcoin pour jouer, en fait, le rebond qui semble se confirmer actuellement sur le bas du canal pour éventuellement, dans un premier temps, aller rechercher en fait le haut du canal. Donc pour le coup, là, on va sûrement en parler en fait dans d'autres vidéos, les alts commencent enfin à rebondir. J'avais justement émis dans pas mal de vidéos justement des grosses réserves par rapport aux altcoins en indiquant que attention, les alts sont vraiment en train de fortement baisser et pour l'instant, il y a que le Bitcoin qui performe. On a un début de rebond. J'en parlerai probablement en fait dans la prochaine vidéo. J'en ai parlé en fait également dans ma lettre d'investissement que j'ai envoyée il y a de cela juste quelques jours. Et justement, si vous n'êtes pas encore inscrit, qu'est-ce que vous attendez On est des milliers, des dizaines de milliers à être inscrits. Enfin, vous êtes des dizaines de milliers à être inscrits justement sur ces lettres que vous recevez à peu près toutes les 2 semaines. Donc justement, ça va évoluer. On va commencer à évoluer en fait ces lettres toujours pour apporter encore plus de valeur. Donc j'en dis pas plus pour l'instant. Honnêtement, on a préparé quand même du lourd. On a préparé du lourd. Donc si vous voulez être tenu au courant, et c'est pas juste pour que vous y alliez, c'est vraiment on a préparé en fait du lourd. Si vous voulez être tenu au courant, ce sera uniquement envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites aux lettres. Voilà, vous mettez votre mail, il n'y a pas de spam qui est envoyé, rien, juste une lettre toutes les 2 semaines. Donc honnêtement, vous n'avez rien à perdre. Et si ça vous plaît pas, il y a un bouton pour se désinscrire. Donc honnêtement, pardon au micro, on ne force absolument personne. Mais voilà, nous on partage un maximum de choses que à travers ces personnes qui sont vraiment les plus fidèles. Allez, donc voilà un petit peu pour l'Ether. Donc pour l'instant, oui, j'ai envie de dire, l'Ether arrive à défendre ses niveaux. Il est clair que s'il avait cassé par le bas ce canal, plus au même niveau, une zone de résistance qui était résistance et qui fait maintenant office de support, clairement ça aurait senti vraiment le rossi pour l'Ether et même je pense pour le marché en fait des alts en règle générale. L'Ether a plutôt bien défendu en fait ce niveau. On a un début de rebond, là on est en weekly, on commence à avoir un début de rebond, peut-être qu'on aura même une pin bar donc qui va être plutôt un signe de retournement assez intéressant. Donc honnêtement, là, on est pas mal. À voir comment est-ce qu'on va clôturer. Pour le coup, on verra ça en fait demain. Mais en tout cas, sur l'Ether, on est pas mal. Et je pense que jouer la surperformance du Bitcoin avec l'Ether, écoutez, ça se tente. Voilà, ça se tente. C'est pas forcément le cas avec toutes les autres altcoins. Il y en a certaines qui, à mon sens, sont plus intéressantes que d'autres et beaucoup moins risquées. En termes de risque, également l'Ether est de loin, à mon sens, la moins risquée pour correctement gérer son risque et jouer le rebond de l'Ether contre le Bitcoin. Donc l'Ether, extrêmement haussier. Et en plus de ça, il y a pas mal de choses, on va dire, d'un niveau fondamental qui sont aujourd'hui intéressantes par rapport à Ethereum. Donc, Ethereum 2.0, on commence à en reparler. Pourquoi? La réponse, elle est simple. Ethereum 2.0 va sortir en phase 0 le 1er décembre. Et oui, enfin, alors là, tout le monde va se dire, ah mais c'est bon, enfin Ethereum 2.0, la scalabilité, la rapidité, la baisse des frais de transaction. Eh ben non, je suis désolé, c'est absolument pas ce qui va se passer. Ethereum 2.0, c'est effectivement la solution en fait pour résoudre les problèmes notamment de scalabilité, de rapidité en fait de la blockchain, sauf que ça va se faire en 4 phases et non pas en une seule phase. Et ce qu'on va avoir au 1er décembre 2020, donc d'ici quelques semaines, c'est la phase 0. Malheureusement pour vous, il y a encore 3 phases avant que vraiment le réseau soit opérationnel et qu'on ait toutes les fonctionnalités en fait d'Ethereum 2.0. Alors, pour le lancement, déjà ce qu'il faut comprendre c'est que on va pouvoir commencer justement à staker ces Ethers parce que la phase 0 correspond à la Beacon Chain. Donc la Beacon Chain, ça va être la blockchain de type preuve d'enjeu ou proof of stake en anglais qui va sortir, sauf que il n'y aura malheureusement pas le sharding et il n'y aura pas les contrats intelligents. Donc une blockchain comme Ethereum sans contrat intelligent, vous imaginez bien qu'on ne pourra pas faire grand chose. Donc bien évidemment, quand il y aura effectivement tout ça, on aura terminé en fait la transition. C'est une transition qui est lourde, qui va se faire en plusieurs phases. Donc la phase 0, ça va être l'arrivée de la Beacon Chain, d'Ethereum 2, parce que oui, il y aura un nouveau token, mais qui va être en fait un équivalent de ce que vous avez aujourd'hui. Donc pas de souci en fait par rapport à ça. Et une blockchain donc de type
Proof of Stake avec laquelle on va pouvoir commencer effectivement le staking. Donc pour lancer justement cette phase 0, il faut aujourd'hui qu'il y ait 524 288 Ethers qui soient mis justement en staking. Je crois que ça fait à peu près de mémoire 15 ou 16 000 validateurs. Voilà, parce que c'est 32 Ethers au minimum pour être un validateur sur le réseau Ethereum, enfin le futur justement réseau Ethereum, notamment sur la Beacon Chain. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de problème par rapport à ça pour avoir ces 500 000 Ethers, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, là je vous mets en fait le graphique de Glassnode qui nous montre le nombre d'adresses qui ont plus de 32 Ethers. On a plus de 120 000 adresses qui ont 32 Ethers, et en plus ce chiffre il est en constante augmentation, hein. Là on le voit, ne serait-ce que depuis une année, on est passé en fait d'à peu près 105 000 adresses à plus de 120 000, et on l'a vu qu'en juillet, il y a eu une explosion des adresses qui ont plus de 32 Ethers. Donc il y a eu une énorme accumulation. J'en parlais en fait par rapport au Bitcoin dans des vidéos précédentes. C'est exactement le même scénario en fait qu'on a aussi sur l'Ether. Il y a énormément d'accumulation vis-à-vis en fait de l'Ether, bien sûr en présage du lancement d'Ethereum 2.0, du staking. Beaucoup de personnes veulent justement leur nœud sur ce réseau. Je rappelle que quand même, le réseau Ethereum c'est la plus grosse blockchain aujourd'hui on va dire de seconde génération, donc qui permet en fait justement de développer des applications, des dApps, chose qu'on ne peut pas faire ou très difficilement en fait sur Bitcoin. Et concrètement, c'est la plus valorisée, celle sur laquelle il y a le plus d'applications, celle sur laquelle justement tout le monde mise aujourd'hui en grande majorité. Donc avoir un nœud sur cette blockchain qui peut-être demain sera utilisé massivement. Aujourd'hui, 32 Ethers, ça vaut à peu près, je crois, dans les 10 000 $, 10, 12, 15, ben, ça bouge quand même beaucoup, mais en tout cas, on va dire ça reste plus ou moins abordable dans le sens où ça se trouve demain, ça coûtera 100 000, 200 000, 1 million de $ pour avoir son propre nœud. Donc aujourd'hui, effectivement, si on compare à ces prix-là, ça coûte quasiment rien. Bien sûr que c'est pas pour toutes les bourses, on se le cache pas non plus, mais ça reste quand même plus ou moins accessible si on est vraiment déterminé qu'on veut absolument son nœud. Ça reste possible. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera absolument plus possible en fait pour un particulier d'avoir un nœud. Donc, je me fais absolument pas de soucis en fait par rapport au fait que cette phase 0 se lance correctement en décembre. Maintenant, il y a encore 3 phases, la 1.5, non, la phase 1, 1.5 et 2. Honnêtement, n'attendez pas ça en fait tout de suite. Ça risque de prendre encore plusieurs années. Donc même en 2021, honnêtement, il n'y aura pas la phase 2 avec le sharding qui va arriver. Donc le sharding, hein, rapidement, ça permettra en fait de ne pas faire toutes les opérations sur la blockchain principale. Aujourd'hui, tout est fait sur la blockchain principale Ethereum. Le sharding permet en fait de sous-diviser en petites blockchains qui vont toutes faire des opérations de leur côté et non pas directement sur la blockchain principale. C'est justement la solution pour la rapidité et la scalabilité justement de la blockchain. Donc le sharding, ça n'arrivera qu'en dernier, tout comme les smart contracts. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop FOMO sur l'Ether en se disant c'est bon, c'est parti, Ethereum 2.0 est lancé. Non, c'est le début, ça va être une longue transition de plusieurs années avant qu'effectivement elle soit vraiment opérationnelle. Donc au moins j'ai quand même remis un petit peu les choses dans leur contexte par rapport à ça. Mais n'empêche que je reste quand même très haussier, comme on l'a pu le voir justement autant contre le dollar et contre le Bitcoin, sur l'Ether, bien évidemment. Allez, maintenant on fait le point un petit peu sur le Bitcoin. Je m'en doute que beaucoup de personnes l'attendent. Bon, après, hein, honnêtement, il se passe pas grand-chose de plus par rapport à ma vidéo d'il y a une semaine. Je pense que c'était plutôt clair. On est haussier. Enfin, honnêtement, il y a rien de plus à dire en fait sur le Bitcoin. Là, je vous mets en fait le graphique en weekly. Voilà, on a eu le signal depuis en fait qu'on a pété les 12K. De toute façon, je vous l'ai rabâché. Honnêtement, je vous l'ai dit dans je sais pas combien en fait de vidéos. Le niveau décisif, il est à 12 000 $. Si on clôture au-dessus, je l'ai dit en fait dans mes lettres explicitement, si on clôture sur les niveaux actuels, on aura le fameux signal d'achat en fait de long terme. On l'a eu. Donc concrètement, aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire quoi. On est haussier, on est parti vraiment à la hausse. On a cassé en fait cette consolidation qui a duré quasiment 3 années par le haut. On a eu en plus qu'une confirmation cette semaine. Donc je sais pas en fait ce que vous voulez en fait de plus. On est haussier. Donc maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est plus un jeu psychologique. Mais ça, on en parlera probablement en fait dans d'autres vidéos, parce qu'au final, gagner de l'argent en fait dans le Bitcoin, c'est pas compliqué. On se le cache pas. On achète, on attend une semaine,
Là, par exemple, ça a pris de la valeur, c'est bon, on a gagné de l'argent. Super, c'est génial. Mais honnêtement, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de tenir ses positions, de pas FOMO, de pas faire justement n'importe quoi en laissant ses émotions prendre le dessus. Et là, pour le coup, on va perdre tout le monde. D'accord, je vous le dis, on va perdre tout le monde. Absolument tout le monde. Là, il y a, je pense, plein de personnes qui prennent des profits, justement, par rapport à ça. Là, je vous mets en fait un indicateur fondamental qui est extrêmement intéressant et qui nous permet en fait de savoir quand il y a des prises de profit. Là, en fait, je vous le mets, ça s'appelle le Bitcoin SOPR. Donc, bon, pour le coup, c'est SOPR, ça veut dire Spent Output Profit Ratio. Pour faire très très simple, c'est un indicateur en fait qui nous indique, jusque-là, c'est normal, lorsque les investisseurs prennent des profits. Donc, en gros, en fait, quand les bitcoins changent de main. Donc, quand les bitcoins qui sont en profit, ça, on peut le voir directement, On peut voir, en fait, quand la transaction a eu lieu dans la blockchain. Et on peut aussi voir, en fait, quand ils sont échangés, quand ils changent de main. Donc, en fait, c'est ce que cet indicateur-là, en fait, nous montre. Et là, on voit quoi? On voit qu'il y a clairement eu des profits qui ont été pris. Et on est, en fait, dans une zone où ça va être difficile en fait de continuer encore à monter. Il y aura probablement, il faut pas en fait avoir peur de ça, c'est normal. Il y aura une phase de consolidation, voire de correction. Ne commencez pas à paniquer si vous vous réveillez un matin et que le Bitcoin perd 5%. Honnêtement, c'est normal. C'est là où on perdra en fait la plupart des débutants qui n'y connaissent rien et qui vont commencer à paniquer dès qu'il y aura le moindre petit retournement. J'ai envie de dire, il faut aussi les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on peut re-rentrer en fait de nouveau sur le Bitcoin sur des meilleurs niveaux d'achat. Donc, merci à vous, et j'ai pas en fait honte de le dire parce que moi je passe mon temps à dire ce qu'il faut faire. Donc honnêtement, j'ai pas de complexe à dire ça. Donc voilà, honnêtement, cet indicateur il est clair. Il y a eu des prises de profit, comme toujours en fait, dès que ça prend un petit peu de valeur, les gens prennent des profits. C'est automatique parce que la plupart des gens ne sont pas capables de hold. Comme en fait on peut le croire sur le long terme, ils vont systématiquement paniquer, laisser leurs émotions prendre le dessus, prendre des profits. Ça peut bien évidemment faire partie en fait d'une stratégie. Honnêtement, je trouve que prendre des profits maintenant, si on a une vision à moyen long terme, honnêtement, c'est quand même beaucoup trop tôt. Voilà, c'est quand même beaucoup trop tôt. Autant qu'on prenne des profits sur l'approche des 20 000 $, pourquoi pas, parce qu'il y a de grandes chances pour qu'on se prenne quand même une petite vague de baisse sur ce niveau-là. C'est quand même un niveau très très important, bien que ce ne soit pas la résistance du siècle comme celle des 12 000 $. Je pense que les 20 000 c'est juste psychologique, mais quand même, ce serait cohérent. Prendre des profits maintenant, honnêtement, c'est vraiment beaucoup trop tôt. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut et chacun gère ses risques comme il le souhaite. Je suis pas là en fait pour critiquer. Si on a une stratégie, qu'on s'y tient et qu'elle performe et qu'elle vous permet de générer en fait des plus-values, j'ai envie de dire, allez-y, continuez justement dans cette direction. C'est comme ça que vous allez réussir. Et ensuite, dernier graphique hyper intéressant, justement. De nouveau, en fait, sur les données fondamentales du Bitcoin. Là, en fait, je vous mets le graphique qui nous montre les mouvements sur les plateformes d'échange entre les dépôts et les retraits, en fait, de Bitcoin. Et en fait, là, aujourd'hui, on a eu le plus important retrait, je crois, depuis plus de 5 ans, si je dis pas de bêtises, en termes de Bitcoin. Bien sûr, pas en termes de valeur en dollars, parce que là, bien sûr, ça n'était en fait jamais arrivé. On a eu le plus gros retrait sur les plateformes d'échange durant justement les semaines qu'on vient en fait d'avoir. Donc ça en fait c'est un signe extrêmement fort que la hausse qu'on a eue, c'est une hausse saine, vraiment pour du moyen long terme. Pourquoi? Eh bien tout simplement en fait parce que quand le Bitcoin monte et qu'il y a des retraits gigantesques de Bitcoin vers les portefeuilles externes, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu des quantités importantes de personnes qui ont acheté du Bitcoin dans une optique de le conserver. Et à mon avis en fait ils ont attendu le signal, la cassure en fait des 12 000 $ pour vraiment se dire ok c'est bon, là j'y vais, là on a le signal de long terme, là je rentre, j'achète de grosses quantités et je le sors des plateformes pour le hold pour plusieurs mois voire plusieurs années. Donc honnêtement là ce graphique il nous montre ça mais de manière extrêmement claire et ce n'était pas en fait arrivé depuis très 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 longtemps. Comme vous pouvez en fait le voir, même si on remonte en 2015, 2016, 2017, on n'a pas eu en fait de mouvement de retrait aussi important. Donc ça pour le coup c'est quand même un signal extrêmement fort. Donc ça montre également que la phase de hausse qu'on a eue n'est pas que spéculative, c'est pas que les petits traders, nos amis en fait, les day traders qui spéculent en fait sur le Bitcoin. Non, il y a aussi beaucoup de holders en fait de long terme, moyen long terme, peu importe, mais qui en tout cas qui ont acheté beaucoup et qui ont sorti. Et si on sort ces bitcoins des plateformes, c'est pas
en général, hein, c'est pas pour les revendre demain, c'est quand même pour les garder un petit peu. Donc ça, de nouveau, c'est un signal qui est extrêmement, extrêmement fort. Donc, honnêtement, sur le Bitcoin, rien de plus à dire. Honnêtement, voilà, là, on est orienté à la hausse. Maintenant, en tout cas, moi, ce que je vais faire, je suis déjà en fait complètement investi sur le Bitcoin depuis maintenant très longtemps. Donc maintenant, moi, ma stratégie, en fait, elle est ultra claire. C'est la surperformance en se diversifiant sur les altcoins. Comme ça, j'ai plus à me prendre la tête vis-à-vis du Bitcoin. Honnêtement, maintenant qu'ils prennent 10, 20, 30%, qu'ils en perdent 5, ça me fait vraiment une belle jambe, je m'en fous complètement, parce que tout mon capital est déjà en fait depuis très longtemps en Bitcoin, et maintenant je vais uniquement chercher la surperformance. Pareil, hein, moi vis-à-vis du Bitcoin, j'ai déjà en fait mes targets bien définis, je sais quand je vais commencer justement à liquider mon stock de Bitcoin, je sais quand est-ce que je vais tout liquider, j'ai mes objectifs en fonction bien évidemment de mes stratégies, de mes objectifs personnels, donc bien sûr en ayant des targets de prix atteignables. Je suis pas là en fait à vous dire j'attends le Bitcoin à $1 million, absolument pas, j'ai pas du tout besoin en fait de ça pour gagner beaucoup d'argent. Moi, il suffit en fait que le Bitcoin déjà aille chercher entre les 50 et les 100 000 $ pour que honnêtement je puisse récupérer des plus-values à 7 chiffres. Donc honnêtement, j'ai pas du tout besoin d'aller chercher plus loin, et je pense que ce serait vraiment pas cohérent du tout, même de faire croire à des gens que le Bitcoin peut aller chercher les 200, 300, 500 ou $1 million d'ici à quelques années. Moi, j'y crois absolument pas. Déjà, si on va chercher entre les 50 et les 100 000 $ d'ici 2021-2022, ce sera déjà une performance de dingue. Donc, je sais pas si c'est quand même, vous vous rendez compte, mais multiplier par 5, par 10, par 20 son capital, j'ai envie de dire, dans quel monde vous pouvez faire ça? C'est pas en allant acheter en fait des actions ou tout ce que vous voulez que vous allez être capable de faire des x10 ou des x20. En tout cas, pas avec la gestion du risque qu'on peut avoir sur le Bitcoin. On peut acheter en fait des small caps sur le marché boursier, etc. Mais honnêtement, moi j'ai plus confiance au Bitcoin qu'aux petites startups qui viennent de se lancer en bourse, sur lesquelles il y a plein de spéculations et qui, ça se trouve, dans 1 an ou 2 vont être à zéro. Hein. Donc clairement, moi j'ai beaucoup plus confiance au Bitcoin. Donc c'est pour ça que pour moi, en termes de gestion du risque, en termes de ratio risque-récompense, le Bitcoin c'est clairement le meilleur actif. De très très loin. Donc honnêtement, il faut y aller, il faut vraiment pas hésiter. Comme toujours, hein, on y va avec une stratégie. Si justement vous avez besoin en fait de stratégie, inscrivez-vous justement aux lettres d'investissement. On va vous proposer un truc d'ici à quelques semaines, là on est en train de le finaliser, qui va vraiment aider tout le monde, peu importe votre capital, peu importe vos moyens. On va vraiment faire un truc pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Donc inscrivez-vous. Parce qu'honnêtement, ça risque en fait de vous plaire, et surtout, ça va en fait vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc j'espère en tout cas que tout est clair pour vous. Le lien pour les lettres, je rabâche un petit peu dans cette vidéo, hein, dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Surtout, pas de panique, il y aura des retracements, il y aura des baisses. Mais en tout cas, tous les signaux aujourd'hui sont à la hausse, comme c'est en fait le cas depuis maintenant quelques semaines. Allez, je vous dis bon courage pour ceux qui sont confinés. Je vous envoie également de la chaleur de Maurice parce que l'été est plutôt bien installé. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.